Rappelle-toi, Barbara. Il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là, et tu marchais souriante, épanouie, ravie, ruisselante sous la pluie. Rappelle-toi, Barbara. Il pleuvait sans cesse sur Brest, et je t'ai croisée rue de Siam. Tu souriais, et moi je souriais de même. Rappelle-toi, Barbara. Toi que je ne connaissais pas, toi que je ne connaissais pas, toi qui ne me connaissais pas, rappelle-toi. Rappelle-toi quand même ce jour-là, n'oublie pas, un homme sous un porche s'abritait et il a crié ton nom, Barbara. Et tu as couru vers lui, sous la pluie, ruisselante, ravie, épanouie, et tu t'es jetée dans ses bras. Rappelle-toi cela, Barbara. Et ne m'en veux pas si je te tutoie. Je dis tu à tous ceux que j'aime, même si je ne les ai vus qu'une seule fois. Je dis tu à tous ceux qui s'aiment, même si je ne les connais pas. Rappelle-toi, Barbara. N'oublie pas cette pluie sage et heureuse sur ton visage heureux, sur cette ville heureuse. Cette pluie sur la mer, sur l'arsenal, sur le bateau d'Ouessant. Barbara, quelle connerie la guerre. Qu'es-tu devenue maintenant? Sous cette pluie de fer, de feu, d'acier et de sang. Et celui qui te serrait dans ses bras amoureusement, est-il mort, disparu, ou bien encore vivant? Barbara. Il pleut sans cesse sur Brest, comme il pleuvait avant, mais ce n'est plus pareil et tout est abîmé. C'est une pluie de deuil terrible et désolée. Ce n'est même plus l'orage de fer, d'acier, de sang, tout simplement des nuages qui crèvent comme des chiens qui disparaissent au fil de l'eau sur Brest et vont pourrir au loin, très loin de Brest, dont il ne reste rien. Merci Vincent pour cette lecture sensible. Vous pouvez l'applaudir, oui. Alors Jacques Prévert, qui se présentait comme étant à la fois à moitié breton et à moitié auvergnat de Paris. Jacques Prévert qui va revenir à Brest après-guerre. La vie reprend doucement, on voit là un kiosque à musique. Il va reprendre le bateau pour Ouessant, mais le charme est rompu. La rue de Siam, dit-il, est un boulevard glacé. Philippe Le Guillou, tout a été arasé, vous l'avez déjà évoqué, on n'a plus aucun repère. Tout n'est pas arasé, hein. Ce qui véritablement est très abîmé, c'est toute la zone tout près du port militaire. Mais par exemple, dans le quartier Saint-Michel, que l'on visite aujourd'hui encore, si vous le visitez, ou à Saint-Martin, il y a des maisons qui datent de bien avant et qui n'ont pas été détruites. Mais la zone autour du port, elle est totalement bombardée, incendiée, détruite, et les quelques immeubles brinque-ballants qui subsistent sont menacés de disparition. Et c'est ce qui va arriver, tout va disparaître. Sur le cours d'Ajoux, on trouve encore quelques immeubles de l'époque ancienne, mais le reste va être totalement refait, redessiné, reconfiguré, avec finalement un cartésianisme et un sens de la géométrie poussé à l'excès. Oui, vous avez des mots très durs, on a entendu, pour ceux que l'on appelle à l'époque les reconstructeurs. Vous trouvez qu'il y a une forme de radicalité chez ces urbanistes? Oui. Ils voient qu'ils ont une radicalité presque soviétique. Oui, ils prennent, si vous voulez, ils partent d'un constat qui s'impose, c'est que donc tout est par terre, tout est tombé, et en particulier les remparts sont extrêmement abîmés. Donc il y a deux possibilités, où on restaure les 10 remparts, où finalement on les laisse, voilà, et si on ne les reconstruit pas, on élargit
le périmètre de la reconstruction, ce qu'ils vont faire, à la différence d'ici. Ce qui fait qu'il ne faut pas parler trop aux Brestois de Saint-Malo, parce qu'ils nourrissent encore une sorte de jalousie assez vivace, que j'ai entendue, par exemple, lorsque j'ai parlé de ce livre à Brest. J'ai tenu d'ailleurs à dire à ce moment-là, et je ne le dis pas ici, parce que c'est un propos de circonstance que je tiens à tenir ce soir devant un auditoire sans doute malouin pour une grande majorité, c'est qu'à mon avis, Saint-Malo était une bien plus belle ville que Brest. Et que vous elle est toujours. Et elle est toujours. Et que vous n'aviez pas, si vous voulez, à la fois ces hôtels particuliers, etc. Donc Brest avait un charme, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais il n'y avait pas la richesse patrimoniale, à mon avis, il n'y avait pas non plus l'unité, l'harmonie architecturale que l'on avait ici. Ce qui fait que donc nos ingénieurs et nos grands prix de Rome vont s'en donner à cœur joie. Et donc dans deux choses, si vous voulez, ils vont faire donc cette ville américaine ou soviétique. Remarquez, c'est la dernière ville bretonne avant les États-Unis, hein, donc on pouvait déjà faire des lignes, etc. Et puis surtout, alors que ce qui était véritablement, je crois, pittoresque et poétique dans le Brest d'avant, c'était les dénivelés, c'était le quartier de Kéravel, qui était bon. Tout ça va être complètement nivelé. Donc, effectivement, la rue de Siam descend vers le pont de Recouvrance et vers le port, mais tout est complètement... Ce qui fait que, par exemple, j'ai trouvé ça dans le livre qui est illustré par des dessins et des gouaches et des aquarelles de Pierre Perron. Lorsqu'en 1973, je crois, on a creusé près de l'église Saint-Louis un parking souterrain, qui est le parking des Halles, qui existe encore aujourd'hui, à un moment, les excavatrices sont tombées sur la cuisine d'une maison sur la table de laquelle il y avait encore la bouteille de Pernod et les verres. Tout ça avait un peu fondu parce que le souffle de la bombe était passé par là, et c'était plus comme les montres molles de Dali que comme des ustensiles pour un véritable apéritif. Et on peut imaginer, et d'ailleurs dans les dessins de Pierre Perron, et c'est un peu la fin du livre que je suis en train d'évoquer là, des stratifications, un peu comme un millefeuille, si vous voulez, où vous avez la ville apparente, donc soviétique, américaine, tout ce que vous voudrez, et puis dessous des strates, parce qu'en fait, les choses existent encore. Ce qui fait que, par exemple, l'église Saint-Louis a des fondations aujourd'hui assez instables. Plein d'autres immeubles ont des fondations assez instables parce que, évidemment, ça a été tracé de façon extrêmement autoritaire. Et ces grands prix de Rome et ces inspecteurs généraux de l'urbanisme ou de l'archive de sais quoi disaient, il y avait des réunions publiques, il y avait de bons vieux Brestois qui pleuraient en disant mais j'espère quand même ma maison tient encore un peu, j'espère qu'on va nous garder quelques reliques, quelques lambeaux de l'ancien Brest. Et puis non, avec beaucoup d'autorité, on dit non, tout ça est terminé, vous allez avoir cette nouvelle ville. Et cette nouvelle ville, c'est celle que vous voyez aujourd'hui. Alors déjà maintenant, il y a encore des transformations que je n'aime pas d'ailleurs. On commence à élever le niveau d'un certain nombre d'immeubles et on change les couleurs, on met de la couleur. Mais Brest, c'est pas Irlande, si vous voulez. On n'est pas gaulois, on est à Brest. Et donc, ces façades un peu colorées, moi je suis pour la palette brestoise qui est minérale, qui est grise. Pas des touches de couleur, on va pas mettre une façade. Alors il y a des façades violettes, il y a des façades jaunes canard, ici et là. Je ne suis pas conquis. Je me revois soudain, il y a 30 ans, déposant à Brest mes bagages de jeune professeur, de fonctionnaire venant de recevoir sa nomination et sa feuille de route, un peu comme les militaires de mon enfance qui y étaient appelés. Je ne suis pas mécontent de respirer un air neuf. Et à Brest, je serai servi. C'est celui du grand large. La mer est là, bien présente, avec ses miroitements d'émeraude, ses bateaux, ses bassins, ses carènes et ses grues.
Ce grand escalier un peu intimidant dont les marches dévalent vers le port, les quais déserts, les darses remplies d'une eau huileuse et noire. On ne la voit pas forcément, on la devine, dans l'axe de la rue Jean Jaurès et de la rue de Siam. Son haleine investit la ville. Les vagues ne la menacent pas de submersion comme elles le font au Havre, plus plate, étale, dans la continuité du rivage. Ici, c'est la ville plutôt qui va à la mer, qui glisse vers le fond de la rade et les installations portuaires. Le ciel change sans cesse. Il passe d'un bleu fragile à un gris nacré. Les nuages se concentrent, l'averse menace, et la tempête et les bourrasques qui résonnent dans les artères. On ne voit pas la mer, mais on entend les oiseaux, les mouettes surtout, perchés sur les toits de zinc et les antennes. Les goélands aussi, dont les cris ont quelque chose de sauvage et dur. C'est une ville où il est parfois difficile de marcher, où la légende dit que les marchands de parapluies font fortune. J'en casserai plusieurs tout au long de mon séjour. Une ville de solitude et d'épreuve. On vient y affronter la grisaille, renforcée par l'austérité des façades de béton, les rafales et la pluie, mais la lumière, même sous l'ondée, est singulière, légère, d'un éclat comme jaillit des abysses.